Imaginez-vous au bord du lac Seneca, dans l'État de New York, par une paisible journée d'été. L'eau lisse comme un miroir, immobile. Non loin, un voilier passe doucement et deux gamins font des ricochets près du ponton. Et soudain, sans prévenir, boum! Une énorme détonation déchire le lac, comme un coup de canon quelque part sur l'eau. Les oiseaux s'envolent. Les vers tremblent sur les vérandas à près d'1 kilomètre de là. Sur la rive, les gens se figent, se retournent, scrutent l'horizon. De la fumée, un bateau, n'importe quoi. Rien! Pas d'orage, pas d'explosion, rien du tout, aucune source. Juste un immense silence, là où résonnait le bruit. Comme si le lac avait soufflé un grand coup avant de se taire. Maintenant, imaginez que ça se répète, encore et encore, depuis plus de 300 ans, sans que personne puisse l'expliquer. C'est exactement ce qui se passe près du lac Seneca, dans le nord de l'État de New York. Et pas seulement là. La même détonation a été signalée tout le long de la côte Est, du New Jersey jusqu'à la Floride. Les gens du coin lui ont donné un nom, les Seneca Guns. Pendant 3 siècles, ce nom, c'était à peu près tout ce qu'on avait. Faute de véritable explication, les gens ont comblé le silence avec des histoires. Certains y voyaient la voix d'un esprit puissant, façonnant la terre ou exprimant sa colère. D'autres étaient convaincus que c'était l'écho d'anciennes batailles, rejouées sans fin sur l'eau, livrées encore et encore par des fantômes jamais partis. L'histoire a même gagné la littérature. Un célèbre romancier du 19e siècle y entendait comme une artillerie lointaine, comme si le lac répondait aux collines dans une langue que personne ne savait traduire. Des générations plus tard, avec la technologie, les hypothèses sont devenues plus spectaculaires. Des rumeurs d'expériences secrètes menées à l'abri des regards, d'étranges appareils repoussant les limites de la vitesse là-haut, ou quelque chose venu d'ailleurs glissant sous la surface du lac. À des centaines, voire des milliers de kilomètres, près d'autres lacs et d'autres côtes du monde, on a signalé des sons quasi identiques et inventé ses propres versions des mêmes théories. Plus une histoire est folle, plus elle a tendance à durer, surtout quand personne ne peut prouver le contraire. Et pendant 3 ans, personne n'a pu. Et voilà le retournement. La réponse était sous nos yeux depuis le début, au fond du lac lui-même. Tout a commencé presque par hasard. Une équipe de chercheurs sondait le fond du lac au sonar, mais elle ne cherchait pas l'origine des détonations. Elle cherchait de vieilles épaves posées quelque part dans les profondeurs. Le lac Seneca est immense, environ 4200 milliards de gallons d'eau et d'une profondeur vertigineuse, jusqu'à 618 pieds par endroit. De quoi engloutir signaux sonars et bateaux coulés sans laisser grand-chose derrière. Mais en cartographiant le fond, l'équipe est tombée sur une chose que personne n'attendait. Des cratères. Pas 1 ou 2, mais 144, éparpillés sur le fond comme un champ d'empreintes géantes, chacun d'environ 30 pieds de profondeur et 400 pieds de large. Assez profond pour engloutir un immeuble de plusieurs étages et assez large pour dépasser un terrain de football. Éparpillés ainsi au fond du lac, ils ressemblent moins à de simples creux dans la vase qu'à des cicatrices laissées par quelque chose de violent, répétées encore et encore pendant très longtemps. L'équipe a donc prélevé des échantillons, de l'eau tirée des profondeurs les plus sombres, des sédiments raclés dans les recoins les plus intacts du fond, là où rien n'avait bougé depuis des années. Les résultats ont fait ressortir une substance bien au-dessus de toutes les autres, le méthane. Cette seule découverte a enfin confirmé une théorie avancée par les scientifiques depuis près d'1 siècle, sans preuve. Il y a presque 100 ans, un géologue avait déjà supposé qu'un gaz, remontant des roches profondes, explosait en surface dans une détonation. Des décennies plus tard, un autre scientifique soupçonnait presque la même chose.
des bulles de méthane perçant la vase sous le lac. Tous les deux avaient raison depuis le début. Ils n'avaient simplement pas encore la technologie pour le prouver. L'idée est donc restée en suspens pendant des générations, écartée comme une supposition, pas comme une réponse. Voici ce qui se passe vraiment. Sous le fond du lac, la matière organique ancienne, vieilles plantes, sédiments décomposés accumulés depuis des milliers d'années, depuis la formation du lac, se dégrade lentement. En se décomposant, elle libère du méthane. Normalement, ce gaz s'échapperait peu à peu, bulle après bulle, si lentement que personne ne le remarquerait. Mais dans le lac Sénéca, d'épaisses couches de sédiments retiennent le gaz au lieu de le laisser s'échapper en petites quantités inoffensives. Alors, au lieu de fuir, il s'accumule. La pression monte pendant des années, parfois plus, comprimée toujours plus fort, sous le poids énorme de tout ce qui la surplombe. Et un jour, la pression devient impossible à contenir. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Le gaz piégé jaillit violemment à travers les sédiments, puis à travers l'eau, avec assez de force pour creuser un vrai trou dans le fond du lac au passage. C'est exactement comme ça que sont apparus ces 144 cratères. Chacun est en quelque sorte le fossile d'une ancienne explosion, la cicatrice permanente de l'instant précis où la pression a fini par gagner. Mais les cratères n'expliquent que les trous laissés dans la vase. Le son, lui, vient de toute autre chose, une onde de choc. Quand une énorme poche de gaz comprimé se libère d'un coup, elle envoie une puissante onde de pression dans l'eau, puis dans l'air au-dessus. Cette onde de choc, c'est la détonation, une petite explosion naturelle. Et une explosion, même petite et naturelle, ça fait du bruit. Le lac Sénéca a un autre atout qui rend le son encore plus spectaculaire, sa taille. Avec un fond situé à près de 200 pieds sous le niveau de la mer et des profondeurs dépassant 600 pieds par endroit, le lac agit comme un gigantesque amplificateur naturel. Toute cette eau concentre et amplifie les ondes de choc à mesure qu'elles remontent, les transformant en grondements profonds, exactement comme des coups de canon résonnant sur l'eau. Pas étonnant qu'on ait passé 3 siècles à croire qu'une vraie arme se cachait quelque part dans les parages. Il y a aussi une histoire plus large, au-delà d'un seul lac de l'État de New York. Le lac Sénéca a été creusé par un immense glacier, fondu à la fin de la dernière période glaciaire, laissant derrière lui ce bassin profond. Pour les scientifiques, ce n'est pas qu'un curieux mystère local à résoudre pour le plaisir. C'est un indice précieux pour comprendre la quantité de gaz qui s'accumule peut-être en silence sous d'autres lacs profonds à travers le monde. Certains de ces lacs, ailleurs dans le monde, peuvent libérer le méthane en quantité assez forte pour représenter un réel danger pour la vie alentour, pas juste un bruit inquiétant. La bonne nouvelle pour les habitants du lac Sénéca, ce n'est pas le cas ici. Selon les chercheurs, ces détonations, aussi fortes et sursautantes soient-elles, ne présentent aucun danger réel pour les communautés voisines, ni pour la faune autour du lac. Et fait intéressant, la fréquence de ces éruptions semble diminuer par rapport aux décennies passées. Un petit soulagement pour ceux qui n'apprécient pas vraiment d'être réveillés en pleine nuit par un coup de canon. Alors, la prochaine fois que l'eau semble gronder sous vos pieds par un paisible après-midi d'été, vous pouvez écarter les esprits en colère, les expériences secrètes ou toute présence surnaturelle qui rôderait sous la surface. Ce ne sont que des siècles de gaz discrètement enfouis, enfin assez bruyants pour se faire entendre, après des siècles à prendre son courage à deux mains pour s'échapper du fond du lac. Alors oui, le lac pète. Mystère résolu. Et bizarrement, après 300 ans d'histoire de fantômes et de théories farfelues, la vraie explication est peut-être encore plus fascinante que la légende. Parce que la vérité, c'est une histoire de patience. Un gaz silencieux, invisible, qui attend sous terre pendant des années, parfois des décennies, rassemblant lentement ses forces
jusqu'à ce que le sol ne puisse tout simplement plus le retenir. La nature, finalement, n'avait besoin ni de fantômes, ni de secrets, pour tenir toute une région en haleine pendant 3 siècles. Il lui fallait juste du temps, de la pression et une bonne poussée. Le sol ne tremble pas, il pulse sous vos pieds. On dirait un battement de cœur régulier. Mais qu'est-ce qui pourrait battre au fond d'un glacier? Ce n'est pas un séisme. Et pourtant, ça peut être lié à un glissement de terrain capable de déclencher un tsunami dévastateur et de rayer plusieurs villes de la carte. Pendant plus de 5 ans, des scientifiques ont surveillé le glacier Berry en Alaska. Tout ça parce que ce glacier est plutôt instable. En 2020, une équipe de l'Université d'Alaska a littéralement passé une zone instable du glacier Berry au peigne fin. Ils ont installé des capteurs partout, espérant capter les tout premiers signes d'alerte, l'équivalent géologique d'un grand craquement avant un effondrement. Le problème, c'est que le sol pulsait là-bas. De minuscules signaux apparaissaient et disparaissaient selon un certain rythme. Personne ne comprenait pourquoi. Le mystère a persisté jusqu'au jour où les chercheurs ont compris la vérité. Ces pulsations étaient causées par l'eau qui s'infiltrait dans les fissures de la roche, gelée, dégelée, puis regelée. C'est comme si l'eau forçait une porte petit à petit, et chaque gel agrandit les fissures un tout petit peu plus. Avec le temps, toute cette pression pourrait donner la poussée finale qui fera s'écrouler tout le versant. Et c'est pour ça que tout le monde surveille le glacier Barry et le fjord de Barry Arm de si près. Le flanc de la montagne là-bas est abrupt, fissuré et instable. C'est en gros un empilement géant de blocs détachés maintenus par la glace. Si ça lâche d'un coup, des millions de tonnes de roches pourraient s'écraser droit dans le fjord en contrebas. L'impact ne ferait pas juste quelques vagues, ce serait une catastrophe majeure. Ce versant instable de Barry Arm se trouve juste au-dessus de l'eau. S'il cède, il pourrait envoyer une vague puissante à travers le fjord. Pour les gens en kayak ou en bateau à proximité, ça seul serait extrêmement dangereux. Et dans le pire des cas, des endroits comme Whittier pourraient voir des vagues de plus de 2 mètres, rien qu'avec l'impact initial. Et ce n'est même pas le pire scénario. Si un énorme pan de montagne s'effondre d'un coup, la vague juste à côté du glissement pourrait être absolument colossale. Des centaines de mètres de haut dans le haut de Barry Arm et le fjord de Harima. Ce serait littéralement un mur d'eau, et cette énergie ne resterait pas sur place. Les modèles montrent que le tsunami pourrait parcourir une 50aine de kilomètres et atteindre Whittier en environ 20 minutes. Certaines estimations prévoient des vagues de plus de 10 mètres là-bas. Même si la vague réelle est plus petite que les pires modèles, elle serait assez puissante pour causer des dégâts considérables. Et ce ne sont pas que les villes qui sont menacées. Un tel tsunami pourrait créer des courants violents et des vagues chaotiques dans tout le détroit, mettant en danger bateaux, navires de croisière et chalutiers. À terre, les quais, les ports et les infrastructures côtières de Whittier pourraient être durement touchés, et les effets ne s'arrêteraient pas là. D'autres communautés côtières comme Chinanga, Tintilek, Valdez et Cordova pourraient aussi subir l'impact selon la propagation de la vague. Des tsunamis causés par des glissements de terrain se sont déjà produits et ils ont été dévastateurs. Par exemple, le 18 mai 1980 à 8h32, une énorme éruption a soufflé le flanc nord du mont Saint-Helens. Il s'est avéré que du magma s'était infiltré sous le versant nord, formant un renflement énorme. Et quand un séisme de magnitude 5,1 a frappé juste sous ce renflement, le versant a glissé à une vitesse hallucinante. Ce glissement de terrain massif, le plus grand jamais enregistré sur Terre, a dévalé la montagne et percuté le lac Spirit. Toute cette roche a déplacé l'eau en une vague géante, plus haute qu'un gratte-ciel. La vague s'est écrasée dans le lac, arrachant arbres, souches et débris, et créant une avalanche de 90 mètres de haut. Certains arbres sont restés intacts, mais la plupart ont été cisaillés à la base par le souffle volcanique brûlant qui a suivi quelques secondes plus tard.
La majeure partie des débris a parcouru plus d'une vingtaine de kilomètres le long de la rivière North Fork Toutle, remplissant la vallée de décombres. C'était comme si on avait enseveli la vallée sous un mur de roches plus haut que la Statue de la Liberté, et même au-delà. Au final, une vaste zone a été recouverte de roches et de boue. Le lac Spirit s'est retrouvé 60 mètres plus haut qu'avant à cause de tous ces débris. Et même 4 décennies plus tard, des radeaux de troncs flottants dérivent encore sur le lac, poussés par le vent. Mais l'Alaska a connu un événement encore plus fou. C'était le soir du 9 juillet 1958. Ce jour-là, la baie de Lituya a été frappée par un séisme de magnitude 7,8 à 8,3. Ça s'est produit sur la faille de Fairweather, déclenchant un glissement de terrain massif qui s'est écrasé dans l'entrée étroite de la baie. Le bruit de la patte a été entendu à 80 km. Toute cette roche a provoqué un méga tsunami qui a balayé la baie, arrachant arbres, sols et rochers jusqu'à une hauteur supérieure à l'Empire State Building. Par miracle, seules 5 personnes ont perdu la vie, bien que beaucoup aient été blessés. 2 pêcheurs sur un bateau ont été emportés par les vagues. 2 autres, un capitaine et son fils de 7 ans, ont été soulevés par le tsunami, projetés haut dans les airs et s'en sont sortis pratiquement indemnes. On peut parler d'un sacré coup de chance. La destruction ne s'est pas arrêtée là. À Yucatan, la ville la plus proche, des ponts, des quais et des oléoducs ont été détruits. Un pylône a été abattu et une cabane a été aplatie. Des câbles sous-marins qui reliaient le réseau de communication de l'Alaska ont été rompus. Le méga tsunami a rasé les forêts le long du rivage, ne laissant presque rien debout, sauf quelques arbres aux extrémités nord et sud. L'eau a tracé une ligne de destruction à près de 200 mètres autour de la baie. C'est encore visible depuis l'espace aujourd'hui. Mais revenons au glacier Barry et aux dangers qu'il représente. Pendant longtemps, les scientifiques ont surveillé cette zone à l'ancienne. Vous savez, des avions survolant le site, l'analyse de vieilles photos et la comparaison de données d'études passées. Tout ça aide, mais ça peut rater de minuscules changements lents qui sont souvent les plus importants. Et puis les satellites sont entrés en jeu, permettant aux scientifiques d'utiliser un outil puissant appelé PS-INSAR. C'est en gros un moyen de détecter des mouvements du sol si infimes qu'on ne les verrait jamais à l'œil nu. Cette méthode est particulièrement efficace pour capter des glissements au ralenti, là où le sol ne craque pas, mais se déplace imperceptiblement. Voyons comment ça marche. Les satellites envoient des ondes radar vers la Terre. Ces ondes touchent le sol et rebondissent. Le satellite mesure le temps de ce rebond. Si le sol est élevé comme une montagne, le signal revient plus vite. S'il est bas, comme un canyon, ça prend plus de temps. En répétant l'opération, on peut savoir si le sol a bougé, même d'un tout petit peu. Imaginez maintenant le satellite faire ça encore et encore, en tournant autour de la planète. Chaque passage ajoute un nouvel instantané. En superposant tous ces instantanés, on obtient une image ultra détaillée de l'évolution du terrain au fil du temps. Plus le satellite fait de passages, plus le tableau devient clair. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont étudié la zone de Prince William Sound avec des images du satellite Sentinel-1. Ils se concentraient sur les mois sans neige, en général de juin à octobre, de 2016 à 2020. Puis, ils ont comparé toutes ces données satellites avec d'anciennes images aériennes et des registres de glissement de terrain pour observer les changements. Les satellites peuvent balayer d'immenses zones, tout en captant des mouvements infimes. Et comme ils repassent au même endroit, les scientifiques peuvent suivre où le sol a bougé, de combien, et si ce mouvement s'accélère ou ralentit. Ce mouvement s'appelle le déplacement, et c'est un indice crucial. Beaucoup de données, c'est une image plus nette. C'est comme regarder un accéléré, au lieu de deviner à partir d'une seule photo. Et comme le sol ne bouge pas à un rythme constant, ça aide les scientifiques à repérer des changements qui pourraient signaler un danger croissant, pour qu'on puisse, espérons-le, réagir à temps. Voici le célèbre Grand Canyon en Arizona, une gigantesque faille dans le sol d'une beauté et d'une grandeur incroyables. Imaginez-le maintenant des dizaines de kilomètres plus long, au fond de l'océan.
En fait, pas besoin de l'imaginer, car cette scène existe bel et bien. Une faille massive dans le plancher océanique se trouve à environ 1000 km à l'ouest du Portugal. Cette faille mystérieuse s'appelle le complexe de King's-Trough. C'est un vaste système de tranchées et de bassins parallèles qui plonge dans les profondeurs obscures de la croûte terrestre. Toute cette beauté saisissante s'étend sur environ 500 km. La partie la plus profonde du système est connue sous le nom de Peak Deep. Elle se situe à l'extrémité est et constitue l'un des points les plus profonds de l'océan Atlantique. Le triangle des Bermudes, la fosse des Mariannes et d'autres lieux entourés de mystères et de légendes pourraient bien passer au second plan face au complexe de King's-Trough. Pas d'histoire effrayante ni de navire disparu ici. Mais imaginez un peu. Au fond de l'Atlantique, dans des eaux glaciales où la lumière ne parvient presque pas, se trouve une faille géante inexplorée. Qu'y a-t-il là en bas? Quelles créatures pourrait-on y trouver? Peut-être des épaves de navires? On ne le saura probablement pas de sitôt, car y accéder est extrêmement difficile, à cause de la pression immense. Pour l'instant, la seule chose que les scientifiques comprennent vraiment, c'est l'origine de ce canyon sous-marin. Mais d'abord, voyons comment des formations similaires apparaissent en surface. Le Grand Canyon, par exemple, a été creusé par une rivière. Serpentant lentement pendant des millions d'années, elle a entaillé la région, érodant et usant la roche sédimentaire. Alors, voici la question. Pensez-vous que quelque chose de semblable s'est produit au fond de l'Atlantique? Bien sûr, il n'y a pas de rivière. Mais qu'en est-il des courants sous-marins? Aurait-il pu créer une fissure aussi immense, plongeant dans les profondeurs de la croûte terrestre? Eh bien, en fait, non. L'origine du complexe de King's-Trough est liée au mouvement des plaques tectoniques et à l'activité thermique sous-jacente. Mais comment les scientifiques ont-ils déterminé la cause? La faille se trouve dans l'obscurité totale au fond de l'eau. Mais ce n'était pas un problème. Ils se sont rendus sur place à bord d'un navire de recherche et ont utilisé un puissant sonar pour cartographier la zone en détail. Après avoir obtenu une image précise du terrain, ils ont prélevé des échantillons de roches volcaniques dans différentes parties de la tranchée à l'aide d'une drague à chaîne. Ces échantillons ont ensuite été envoyés en laboratoire pour analyse chimique. Toutes ces données ont permis aux scientifiques de découvrir qu'entre 37 et 24 millions d'années, cette partie de l'Atlantique Nord est temporairement devenue une zone frontière entre les plaques tectoniques européennes et africaines. Les plaques tectoniques sont d'énormes dalles de roche qui recouvrent la croûte terrestre comme une mosaïque à l'échelle planétaire. Elles bougent, se heurtent, se chevauchent et s'éloignent les unes des autres. Le complexe de King's-Trough s'est formé lors d'une période où la croûte terrestre se déchirait sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. Elle s'écartait d'est en ouest, comme une fermeture éclair géante qu'on ouvre. De plus, les scientifiques ont trouvé des preuves que la croûte dans cette zone a subi un réchauffement intense venant des profondeurs de la planète. Bien que les chercheurs ignorent exactement ce qui s'est passé, il est probable qu'un matériau chaud, appelé panache mantélique, soit remonté vers la surface. Tous ces événements ont déformé et fracturé la croûte terrestre, nous laissant ce qu'on pourrait appeler un grand canyon sous-marin. Mais pourquoi cela nous intéresse-t-il? Que nous apporte la connaissance d'événements survenus il y a des dizaines de millions d'années? Eh bien, les scientifiques comprennent désormais mieux comment les processus profonds du manteau peuvent influencer le mouvement des plaques tectoniques. Cette recherche majeure éclaire aussi l'évolution géologique du fond de l'Atlantique. Tout cela aide l'humanité à mieux comprendre des processus similaires en cours aujourd'hui. Par exemple, près des Açores, un autre système géant de tranchées, appelé le rift de Terceira, est en train de se former en ce moment même. Que va-t-il advenir de ce rift? Un tel phénomène est-il dangereux pour les populations? C'est en partie pour répondre à ce genre de questions que les scientifiques mènent ces études. On ignore quel secret cette fracture sous-marine recèle encore. Mais revenons sur la terre ferme et à notre cher Grand Canyon. Bien qu'il soit mondialement célèbre, ce canyon réserve encore des surprises. Le Grand Canyon est ancien, mais il continue de changer.
L'érosion des roches est lente, mais chaque année, le canyon se creuse davantage et sa forme évolue. Si vous prévoyez de visiter le Grand Canyon, préparez-vous à une météo imprévisible. Le canyon possède son propre climat, qui peut différer de celui de la région environnante. En raison des variations d'altitude spectaculaires, les températures changent constamment. Il peut neiger sur le rebord, tandis qu'un peu plus bas, les visiteurs profitent d'un soleil chaud. Marchez un peu plus loin et plus haut, et vous pourriez vous retrouver sous la pluie. Réfugiez-vous plus bas, et vous risquez d'être entouré de brouillard. Planifiez bien votre itinéraire et consultez les prévisions des services météo officiels. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les archéologues. Dans le Grand Canyon, on peut trouver des fossiles de créatures marines vieux de plus d'1 milliard d'années. Dans ces grottes, il y a des traces de mammifères terrestres datant de 10 000 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dinosaures ici. Le canyon s'est probablement formé après l'extinction de ces anciens reptiles. Ce qui pourrait vous surprendre lors d'une randonnée dans le Grand Canyon, c'est le village de Supai, avec une population d'environ 200 habitants. Il se situe au pied du canyon, dans la réserve indienne Havasupai. C'est le village le plus isolé des États-Unis continentaux et le seul endroit du pays où le courrier est encore livré à dos de mulet. Aucune route ne mène au village. Et si vous voulez le visiter, préparez-vous à une randonnée éprouvante le long de pentes abruptes sous un soleil de plomb. Au-delà de ces merveilles naturelles, le Grand Canyon recèle aussi des choses quasi fantastiques et inquiétantes. Du moins selon les rumeurs et les légendes. Par exemple, il existe une chambre d'hôtel appelée la Grand Canyon Cavern Suite, nichée au cœur d'une grotte. À une profondeur de 67 mètres, les clients découvrent une chambre luxueuse, avec tout le confort, et selon certains témoignages, quelque chose de troublant. Des visiteurs ont rapporté des pierres qui bougent dans la chambre, des ombres dansantes effrayantes, des sons étranges et des mouvements près du lit où ils dormaient. Vous entendrez aussi de nombreuses légendes locales sur les esprits et les monstres qui peuplent le canyon. Ce ne sont que des histoires, bien sûr, mais des événements réellement tragiques ont eu lieu ici. Le canyon est devenu le tombeau de nombreuses personnes. Au fil du temps, environ 800 personnes, selon les registres officiels, y ont perdu la vie. Des accidents, des incidents mystérieux et de véritables tragédies. Par exemple, en 1956, 2 avions sont entrés en collision dans le ciel au-dessus du canyon, et ce fut loin d'être le seul cas. Alors soyez prudents si vous venez ici. Éloignez-vous des falaises et restez près de votre groupe. Il existe aussi une théorie selon laquelle d'anciennes civilisations avancées auraient vécu dans le Grand Canyon. Ces rumeurs ont commencé en 1909, quand un journal local a publié un article affirmant que 2 archéologues de la Smithsonian Institution avaient découvert un tunnel secret rempli d'artefacts égyptiens et de momies. Le Grand Canyon et l'Égypte ancienne? Comment serait-ce possible vu l'immense distance qui les sépare? Peu après la publication de l'article, la Smithsonian Institution a publié un démenti. Aucun archéologue de l'institution n'avait mené de telles recherches et personne n'avait trouvé d'artefacts égyptiens. Beaucoup pensent que le journal avait publié un canular. D'autres suggèrent que l'institution a délibérément dissimulé des découvertes secrètes. Quoi qu'il en soit, cette histoire semble très peu crédible. Maintenant, si vous savez tout cela et souhaitez voir quelque chose de similaire mais différent, direction le Tibet, où se trouve le canyon de Yarlung Tsangpo. Il est 3 km plus profond et 50 km plus long que le Grand Canyon. Là-bas, vous verriez aussi beaucoup de choses fascinantes, mais c'est un sujet bien trop vaste qui mérite une autre vidéo. La masse terrestre préhistorique du Doggerland n'était pas une étendue vide et désolée pendant la dernière ère glaciaire, comme les scientifiques le croyaient. Elle était vivante, pleine d'arbres, d'animaux et peut-être même de gens. Et puis la mer du Nord a tout englouti, comme si rien n'avait jamais existé. Alors non, le Doggerland n'était pas un immense chenil géant pour chiens, même si ça aurait été cool. C'était une vaste étendue de terre qui reliait autrefois la Grande-Bretagne au continent européen. On aurait pu le traverser à pied depuis l'Angleterre actuelle jusqu'aux Pays-Bas sans voir la moindre étendue d'eau.
des rivières le sillonnaient, des animaux y migraient. Et les premiers humains suivaient probablement ces mêmes routes, chassant, cueillant et bâtissant leur vie sur cette terre. Puis, les glaciers ont fondu et le niveau de la mer a commencé à monter. Le Doggerland se noyait lentement. Les terres sont devenues des marécages et les marécages se sont morcelés en îles. Les îles rétrécissaient d'année en année, les sentiers forestiers se transformaient en marais, les rivières s'élargissaient en chenaux et finalement, il y a entre 10 000 et 7 000 ans, la mer a achevé le travail. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont mis au jour les preuves d'un écosystème forestier complet qui existait ici il y a plus de 16 000 ans. Des milliers d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Ils ont utilisé l'analyse d'ADN ancien sédimentaire pour le découvrir. Tout être vivant laisse derrière lui d'infimes traces de lui-même, des fragments microscopiques d'ADN. Et ces fragments peuvent se retrouver piégés dans la boue et le sable pendant des milliers d'années. Les couches s'accumulent et ces fragments restent là, comme des empreintes pressées dans du ciment frais. Les scientifiques forts extraient ces couches et les lisent comme une chronologie. En analysant l'ADN ancien sédimentaire de 252 échantillons, issus de 41 carottes de sédiments marins, ils ont trouvé des traces de chênes, d'ormes, de noisetiers, de vraies espèces de forêts tempérées. Et elles ne faisaient pas que survivre, elles prospéraient il y a plus de 16 000 ans. C'est en plein cœur de la dernière ère glaciaire, une époque qu'on a toujours imaginée brutale et sans vie, surtout en Europe du Nord. Mais au lieu d'un désert gelé, il semble que cette zone était une poche de vie cachée. Et ce n'était pas juste une éclosion temporaire de vie après la glace, mais un écosystème profondément enraciné. Il était assez stable pour soutenir de grands arbres au système racinaire massif. Ça n'arrive pas sans un sol qui tient, sans des saisons, des cycles de croissance et assez d'équilibre pour que la vie s'installe et perdure. Parmi tout cet ADN, les scientifiques ont trouvé des traces d'un arbre appelé Pterocarya, un cousin éloigné des noyers actuels. Le plus étrange, c'est que les chercheurs pensaient qu'il avait disparu de cette région il y a environ 400 000 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, il a tenu bon ici. Et ce détail change notre compréhension de l'extinction. Ça pourrait signifier que les espèces ne disparaissent pas toujours complètement. Parfois, elles se replient et survivent dans de petites poches. On ne les a juste pas encore découvertes. Tout cela signifie que des parties du Doggerland sont probablement restées émergées lors d'événements majeurs d'inondation, comme le tsunami de Storegga il y a environ 8150 ans. Ça veut dire que cette terre n'a pas simplement disparu, elle a résisté. Elle s'est fragmentée lentement, tenant bon par morceaux avant de disparaître définitivement. Mais en fait, tout ça existe encore, ce n'est plus vivant ni visible. Mais c'est préservé sous des couches de fond marin et des kilomètres d'eau de mer. Des navires passent au-dessus chaque jour, des vagues le balaient. Si on pouvait vider la mer du Nord un instant, on verrait ces anciens lits de rivières creusés dans la terre, des couches de sol et peut-être même des racines préservées là où des arbres se dressaient autrefois. Autre détail fascinant, les scientifiques pensent que le Doggerland pourrait expliquer pourquoi les traces des premiers humains en Grande-Bretagne semblent si dispersées. Si des gens y vivaient, et c'est très probable, alors quand la mer a englouti la terre, elle a englouti leur histoire avec. Campements, outils, sentiers, des communautés entières, tout a disparu. Le Doggerland n'est pas une anomalie isolée, alors passons à l'extrême opposé. L'Antarctique, avec ses glaces infinies, ses vents brutaux et des températures qui ne pardonnent rien. On le regarde et on se dit que rien ne survit ici. Mais des scientifiques l'ont parcouru et ont prouvé que cette idée était complètement fausse. Entre 2019 et début 2020, une équipe a traversé une zone reculée de l'Antarctique. Leurs instruments ont détecté quelque chose d'étrange sous leurs pieds. Pas de la glace solide comme prévu, mais quelque chose de plus mou. Alors, ils ont foré, couche après couche, jusqu'à environ 12 mètres de profondeur. Et là, ils ont trouvé l'impossible, de l'eau liquide. C'était un lac caché sous la glace, dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Ils ont analysé l'eau pour comprendre d'où elle venait. Parce qu'ici, il neige très peu. Le vent arrache l'humidité. Le soleil évapore le peu qui reste.
Alors, comment un lac survit-il ici? La réponse, c'est la chimie. D'infimes traces de matériaux dissous dans l'eau ont aidé les scientifiques à trouver une source cachée. Il s'est avéré qu'un glacier voisin alimente le lac par des canaux souterrains que personne ne soupçonnait. Et en regardant de plus près, ils ont trouvé des tapis microbiens, des tapis vivants faits d'organismes microscopiques dans cet environnement sombre et scellé. Certains s'étalent à plat sur le fond du lac, comme des tapis. D'autres poussent vers le haut en forme hérissée, atteignant près de 40 cm de haut. Plus de 30 cm de vie qui poussent dans l'obscurité totale, sous une épaisse couche de glace, complètement coupée du monde extérieur. Et cette vie ne fait pas que exister, elle s'organise et évolue avec le temps. C'est structuré comme un sous-bois miniature, juste sous une forme totalement inhabituelle. Une autre découverte en Antarctique qui a stupéfié les scientifiques, ce sont des bulles. Des bulles trouvées dans ce qui pourrait être la plus ancienne glace jamais remontée à la surface, vieille de près d'1,2 million ans. Avant ça, les chercheurs ne pouvaient retracer l'histoire climatique de la Terre que sur environ 800 000 ans. C'était déjà ancien, mais il manquait encore un énorme pan de l'histoire de notre planète. Alors les scientifiques sont partis chercher la bonne glace pour combler les lacunes. Certaines parties de l'Antarctique contiennent de la glace qui pourrait avoir 3, voire 4 millions d'années. Mais elle est désordonnée et incomplète. Il leur fallait une chronologie propre, couche après couche, année après année. Ils ont donc passé des années à chercher l'endroit parfait, scrutant le continent gelé comme des détectives à la recherche d'une archive enfouie. Et quand ils ont enfin foré au bon endroit, ils ont trouvé quelque chose de spécial. Des carottes de glace cristalline, empilées comme une chronologie gelée, avec de minuscules bulles à l'intérieur. Chacune contenait un échantillon microscopique d'air ancien, isolé du monde depuis des centaines de milliers d'années, parfois plus d'1 million d'années. En étudiant ces bulles, les scientifiques peuvent reconstituer à quoi ressemblait l'atmosphère, quels gaz remplissaient le ciel, combien de dioxyde de carbone circulait, et comment le climat de la planète a évolué au fil du temps. Un moment observé dans cette glace se distingue plus que les autres. La période autour de 900 000 ans. Cette époque pourrait être l'une des plus grandes crises que notre espèce ait jamais affrontées. Selon les études génétiques, la population humaine serait tombée à environ 1300 individus dans le monde entier. Personne ne sait exactement ce qui l'a provoqué, mais le climat est l'un des principaux suspects. Des bouleversements environnementaux massifs, des températures changeantes, des écosystèmes instables, tout a pu se retourner contre les premiers humains en même temps. Et ces bulles pourraient contenir des indices sur le monde que ces rares survivants ont dû endurer. Alors, quand les scientifiques regardent à l'intérieur de l'une de ces bulles anciennes, ils retracent la survie. Ils se demandent comment une poignée d'humains a traversé l'un des chapitres les plus difficiles de l'histoire de la Terre, et ce que ça pourrait signifier pour nous aujourd'hui. Et quand les scientifiques ont scanné l'Antarctique depuis l'espace, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus difficile à concevoir. Sous plus de 1800 mètres de glace, ils ont détecté un paysage ancien. Pas des formes vagues, mais un vrai relief, avec des vallées creusées par des rivières et des terres découpées en blocs par des forces tectoniques il y a des millions d'années. Un endroit où l'eau coulait autrefois librement en surface. Ce paysage remonte à environ 34 millions d'années, à une époque où l'Antarctique n'était pas encore entièrement gelée. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette région, la glace ne l'a pas broyée. Elle s'est simplement posée dessus, figée sur place, et l'a préservée comme une capsule temporelle. Les scientifiques l'ont décrit comme un fantôme, parce qu'il ne devrait plus exister. La plupart des paysages sont remodelés, effacés, recyclés par la Terre au fil du temps. Mais celui-ci est simplement resté. Quand on relit tout ça, on voit que la Terre ne change pas lentement et de façon prévisible. Elle cache des choses, des écosystèmes entiers, des histoires. On se promène en pensant connaître cette planète, mais sous nos pieds, sous les océans, la glace et les couches du temps, il y a des mondes entiers qu'on n'a même pas encore effleurés. Le sol sous vos pieds garde la chronologie de notre planète. C'est comme ça qu'on remonte le passé de la Terre. Mais au fond du Grand Canyon, en Arizona, cette chronologie est brisée.
Et des archives couvrant des milliards d'années ont disparu. Comme ça, d'un coup. Pourtant, les scientifiques semblent enfin avoir identifié la force capable de faire disparaître des roches vieilles de milliards d'années. En général, la Terre écrit son histoire couche par couche. Des sédiments et de minuscules coquilles tombent au fond de la mer, s'accumulent, s'enfouissent et durcissent en roche. Les couches anciennes restent en bas. Les nouvelles s'empilent dessus. Le Grand Canyon devrait donc fonctionner comme une chronique facile à lire. Ce qui s'est produit d'abord, ensuite, puis après. Une couche peut venir d'une ancienne rivière. Une autre peut encore porter les rides d'une mer disparue depuis très, très longtemps. En général, plus on descend, plus les roches sont anciennes. Mais parfois, cet ordre casse. Une roche jeune repose directement sur une roche bien plus vieille, avec un morceau de temps manquant entre les deux. Les géologues appellent ça des discordances. Elles se forment quand une vieille roche est exposée puis usée ou quand les sédiments cessent de s'accumuler pendant très longtemps. Ce qui distingue le Grand Canyon, c'est l'échelle. Par endroits, des couches assez jeunes reposent directement sur un socle vieux d'environ 1,7 milliard d'années. L'écart peut atteindre 1,2 milliard d'années. Comme la Terre a 4,5 milliards d'années, cela représente à peu près un quart de son histoire qui manque en surface. Et ce n'est pas une seule rupture nette. Le Grand Canyon compte plusieurs grands vides dans ses archives rocheuses. Et le plus connu est souvent appelé la Grande Discordance. Une grande partie de ce temps manquant tombe au Protérozoïque, la grande période centrale de l'histoire de la Terre. C'était bien avant les dinosaures, les arbres et même l'herbe. Les continents n'étaient guère plus que de la roche nue bordée de côtes boueuses. Et presque toute la vie était encore minuscule et cantonnée à l'océan. L'un des signes les plus nets de ce monde, ce sont les stromatolites, des dômes stratifiés bâtis par des tapis microbiens en eau peu profonde. En piégeant sans cesse les sédiments, ces microbes ont fini par bâtir des couches de roches. Il existe encore des stromatolites aujourd'hui, ce qui nous donne l'un de nos meilleurs aperçus de cette terre ancienne. Donc, quand ces roches disparaissent, on perd des indices sur l'aspect de la Terre primitive et sur la façon dont la vie commençait à la transformer. Bien avant les animaux, de minuscules microbes marins ont transformé la planète. Ils ont déclenché le grand événement d'oxydation. Ces organismes microscopiques tiraient leur énergie du soleil et relâchaient de l'oxygène en sous-produits. Petit à petit, ce gaz a saturé les océans, puis rempli l'atmosphère. Ce basculement a mené à une très longue période que les scientifiques appelaient autrefois le milliard ennuyeux, entre environ 1,8 milliard et 800 millions d'années. Et soudain, les fossiles semblent se taire. En réalité, cette époque fut un boom biologique. La vie préparait déjà de grandes innovations. De simples bactéries ont évolué en cellules complexes appelées eucaryotes. Les organismes ont découvert la reproduction sexuée et des cellules isolées ont fini par s'unir pour former les tout premiers êtres multicellulaires. Les plans de tous les animaux de la Terre se dessinaient déjà dans ces océans. Alors pourquoi le registre a-t-il semblé si vide si longtemps? Parce qu'une grande partie des preuves physiques de ces bonds a peut-être été détruite. Effacer 1 milliard d'années de biologie demande une destruction colossale. Et dans le Grand Canyon, la cicatrice est immense. Les modèles suggèrent que jusqu'à près de 5 km de roches solides ont été arrachées au continent. Comme si l'on avait raclé presque 16 000 pieds de terrain avec une cuillère à glace. La nature a littéralement poncé les continents. Pendant des millions d'années, la pluie a attaqué le granit massif comme du carton mouillé. Des chaînes de montagnes entières se sont effondrées en boue. L'altération a raboté jusqu'à près de 5 km de croûte solide, au point de ne laisser survivre que les racines profondes enfouies sous terre. Et quand ces sommets ont fini dans la mer, ils ont emporté avec eux tout le registre fossile. Alors, que s'est-il passé? Pendant longtemps, l'hypothèse favorite a été la Terre boule de neige. 2 épisodes de gel global extrême durant le cryogénien, entre environ 717 et 635 millions d'années. Le principe est simple. La glace renvoie la lumière du soleil. Quand cette lumière repart dans l'espace, la température baisse. Une planète plus froide fabrique plus de glace.
Et cette glace renvoie encore plus de chaleur. Une fois la boucle lancée, difficile de l'arrêter. Les glaciers ont continué de grossir, jusqu'à engloutir totalement les continents. Si la Terre boule de neige ressemblait vraiment à ça, elle aurait évoqué une planète étrange perdue loin de son étoile. On parle de glaciers épais de plusieurs milliers de pieds, avançant vers l'équateur. Ces murailles de glace agissaient comme des bulldozers. Elles se déployaient sur les continents. Elles n'allaient pas vite, mais elles étaient lourdes, implacables, impossibles à arrêter. Les roches prises dans la glace étaient traînées sur le sol, raclant, craquant et broyant la surface en dessous. Avec le temps, certains blocs étaient réduits en morceaux. En mer, une glace épaisse recouvrait aussi des zones entières de l'océan. Or, en temps normal, l'eau sombre de l'océan absorbe la chaleur, alors que la glace claire fait l'inverse. Elle renvoie la lumière du soleil, refroidit la planète et renforce encore la croissance de la glace. Donc, quand toute cette roche broyée est arrivée dans l'océan, elle a peut-être profondément modifié la chimie de l'eau de mer. D'un coup, l'océan a vu circuler beaucoup plus de matière. Certains scientifiques pensent que cet apport supplémentaire en minéraux a aidé à créer de meilleures conditions pour la vie animale primitive juste avant l'explosion cambrienne, il y a environ 541 millions d'années. C'est là que coquilles, armures, yeux et toutes sortes de plans corporels deviennent bien plus fréquents dans les fossiles. Mais une étude de 2026 a encore compliqué l'histoire. Sur des sites de grande discordance dans le nord de la Chine, une grande partie de l'érosion semble bien antérieure à la Terre boule de neige. La phase principale daterait plutôt de 2,1 à 1,6 milliards d'années. Cela pointe vers la tectonique des plaques. Imaginez l'enveloppe externe de la Terre comme un œuf dur fissuré. Ces pièces de puzzle dérivent en permanence au-dessus des roches en fusion. Et quand deux de ces pièces se percutent, le sol n'a qu'une issue, monter. La croûte se plie violemment, les sommets poussent droit vers le ciel. Dès que ces roches montent vers les nuages, l'altération commence à les raboter. Les scientifiques parlent du cycle des supercontinents. Imaginez qu'on pousse tous les continents d'aujourd'hui pour n'en faire qu'une seule méga-île. Un supercontinent appelé Nuna s'est formé ainsi il y a des milliards d'années. Puis, la chaleur interne a fini par le déchirer. Imaginez une pizza. Oh, une pizza! Tant qu'elle n'est pas coupée, elle n'a une croûte que tout autour. Mais si vous la découpez puis écartez les parts, chaque part obtient soudain son propre bord. Quand un supercontinent se brise, il crée des milliers de kilomètres d'eau côtière peu profonde. Ces zones deviennent des refuges où les cellules complexes peuvent se multiplier. Pourquoi est-ce important pour les roches manquantes? Parce que les continents ne se rejoignent pas en douceur. Ils se percutent comme de lents trains de fret. Le sol se plisse, des millions de tonnes de croûte se soulèvent. Des chaînes de montagnes s'élèvent à des kilomètres de haut. Exposée à l'air libre, la roche devient alors vulnérable aux intempéries. Puis vient Rodinia. C'était un autre immense supercontinent, formé un peu plus tard. Quand Rodinia s'est brisé en morceaux plus petits, cela a déclenché une réaction climatique en chaîne. De fortes pluies ont frappé les nouvelles roches. Et cette eau de pluie a absorbé d'énormes quantités de dioxyde de carbone directement dans l'air. Ces roches fracturées ont agi comme une énorme éponge, aspirant la couverture thermique de la Terre. Avec moins de dioxyde de carbone pour piéger la chaleur solaire, les températures mondiales se sont effondrées. La planète s'est vite figée dans un froid extrême. Voilà pourquoi beaucoup de géologues ne voient plus la grande discordance comme une seule coupure nette, produite partout au même moment. À certains endroits, les collisions tectoniques ont peut-être fait l'essentiel des dégâts. Ailleurs, la Terre boule de neige a pu arracher davantage de matière. Dans certaines régions, les deux ont sans doute compté. Le mystère s'est donc élargi. Pendant des années, la glace mondiale semblait la principale coupable. Mais des études récentes suggèrent que certains chapitres manquants ont peut-être commencé à disparaître bien plus tôt, avec la montée des supercontinents. Ce n'est peut-être pas une page perdue, mais tout un chapitre arraché et dispersé dans le temps. Au cœur d'une grotte glacée en Roumanie, des scientifiques ont extrait une couche de glace vieille de 5000 ans. À l'intérieur, une bactérie qui adore le froid dormait. Elle est revenue à la vie et a résisté à certains de nos antibiotiques les plus puissants. Alors, si la glace peut préserver quelque chose comme ça, sommes-nous en danger à mesure que la planète se réchauffe et que les glaces anciennes commencent à fondre?
La glace, c'est comme une bibliothèque qui archive les hivers. Chaque nouvelle chute de neige ou goutte d'eau qui gèle ajoute une couche supplémentaire. Les scientifiques peuvent découper ces couches pour voir ce que le vent transportait à l'époque. Ils y trouvent de la poussière piégée, du pollen ancien ou même des microbes égarés. Les calottes glaciaires polaires sont la plus grande bibliothèque de ce type sur Terre, avec des archives qui remontent à plus de 800 000 ans. Mais pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique pour trouver de la glace ancienne. La planète regorge de congélateurs souterrains cachés. L'un des plus grands, c'est la grotte de glace de Scarissoara, en Roumanie. Nichée au cœur d'une montagne calcaire, cette caverne renferme plus de 100 000 mètres cubes de glace solide. Y descendre, c'est déjà toute une aventure. Les chercheurs descendent un escalier métallique abrupt sur environ 50 mètres de profondeur dans la grotte. Debout sur le sol gelé, ils utilisent des foreuses creuses pour extraire d'énormes tubes de glace. Une fois, ils ont sorti une carotte de 25 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Cette glace datait de 13 000 ans, bien avant la civilisation humaine. Mais la vraie surprise, c'était la bactérie qu'ils ont trouvée piégée à l'intérieur. Les bactéries sont de minuscules cellules, des sacs microscopiques de réactions chimiques. Elles se multiplient en copiant leur ADN, puis en se divisant en deux. C'est un processus qu'on appelle la fission binaire. Si les conditions sont bonnes, elles peuvent doubler leur nombre en 20 minutes chrono. La plupart des bactéries capables de nous infecter aiment la chaleur. Autour de 37 degrés Celsius, c'est leur zone de confort. Mais celle de la grotte roumaine appartient à une toute autre catégorie. Son nom est un peu inquiétant. Psychrobactère. Mais pas de panique, ça veut juste dire qu'elle préfère le froid. Elle se développe mieux à des températures fraîches, genre celle d'un frigo. Notre corps serait comme un sauna pour elle, mais elle n'est pas inoffensive pour autant. La glace préserve les choses en appuyant sur le bouton pause absolue. Privées d'eau liquide, les réactions chimiques qui normalement détruisent une cellule s'arrêtent complètement. Tant que la congélation profonde maintient la cellule intacte, le microbe peut survivre en veille pendant des millénaires. Mais donnez-lui un peu de chaleur et des nutriments frais en laboratoire, et elle se réveille aussitôt. Les scientifiques ont testé cette souche contre 28 antibiotiques. Elle a résisté à 10 d'entre eux. Les 18 autres fonctionnaient encore, au moins partiellement. Mais 10 échecs sur 28, c'est suffisant pour attirer l'attention des chercheurs. Ensuite, ils ont analysé son ADN. À l'intérieur, ils ont trouvé plus de 100 gènes liés à la résistance aux antibiotiques, ainsi que près de 600 gènes qu'on ne comprend pas encore totalement. Il y a aussi un détail important. Comme cette bactérie est rare, les scientifiques ont dû comparer son comportement avec celui d'espèces similaires. Donc la résistance est bien réelle, mais on ne peut pas directement en conclure que ça se passerait pareil dans un hôpital. En laboratoire, ce petit microbe a montré qu'il pouvait activement interférer avec d'autres organismes. Les chercheurs ont identifié 11 gènes spécifiques dans son ADN liés à la production de composés capables de supprimer ou d'inhiber des bactéries, des champignons et peut-être même des virus. En termes simples, c'est comme un petit soldat en armure. Ça, c'est la résistance aux antibiotiques. Mais il transporte aussi des bombes aérosols dans son sac, capables d'endommager d'autres microbes. Ce n'est pas inhabituel dans la nature. Les microbes sont en compétition permanente et beaucoup survivent en fabriquant des molécules qui éliminent leurs rivaux. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de nos antibiotiques ont été découverts à l'origine. Cette souche possède donc deux caractéristiques importantes. Elle tolère certains antibiotiques et elle peut produire ses propres composés antimicrobiens. Cette combinaison n'en fait pas un organisme invincible capable d'anéantir l'espèce humaine. Mais ça signifie qu'elle possède des outils biologiques qui ont évolué bien avant que les humains ne commencent à fabriquer des médicaments. Voilà ce qui rend des bactéries comme celle-ci potentiellement problématiques. Pas parce qu'elle peut foncer dans votre sang et y établir une colonie. Elle n'est pas faite pour la chaleur du corps humain. Le vrai casse-tête vient de la façon dont les bactéries se comportent entre elles. Elles échangent activement des améliorations génétiques, pas comme des footballeurs échangeant leur maillot, mais comme des entraîneurs partageant leurs tactiques. Les bactéries se transmettent de petits anneaux d'ADN appelés plasmides, qui contiennent des instructions de survie supplémentaires. D'autres fois, les microbes récupèrent simplement du code génétique qui traîne dans leur environnement, un peu comme trouver un portefeuille par terre. Le résultat ? On ne veut surtout pas que ces gènes de résistance aux antibiotiques finissent dans une bactérie moderne qui prospère chez l'humain.
Créer un super microbe demande un enchaînement d'événements très malchanceux. Le germe ancien doit transmettre son ADN à un germe moderne. Ensuite, le nouvel hôte doit réellement l'assimiler. La plupart du temps, ce processus échoue. Mais le réchauffement de la planète pourrait changer la fréquence de ces rencontres accidentelles. Plus de brassage signifie plus de chances pour ces améliorations. Et on n'a pas besoin de deviner comment le dégel peut causer des problèmes, parce qu'on a déjà un exemple concret. En 2016, une vague de chaleur a frappé la péninsule de Yamal en Sibérie, avec des températures rapportées autour de 35 degrés Celsius. Autant dire un temps de plage pour un endroit censé rester gelé. Peu après, une épidémie d'anthrax est apparue chez les rennes locaux. Et il y a aussi eu des infections humaines. L'anthrax est une maladie causée par une bactérie appelée Bacillus anthracis. Cette bactérie a un tour de survie. Quand les conditions deviennent difficiles, elle peut se transformer en spore. Elle entre en mode veille et reste comme ça pendant des décennies. La chaleur a contribué à dégeler le sol perturbé qui gardait ses spores scellés. Et une fois que les animaux en pâturage les ont rencontrés, tout le cycle a recommencé. Mais les bactéries ne sont pas les seuls microbes que le froid peut préserver. Les virus aussi peuvent s'en sortir. Des scientifiques ont effectivement extrait d'anciens virus géants du pergélisol sibérien. Ils ont gagné ce nom pour une raison très littérale. Les virus normaux sont si incroyablement petits qu'il faut un microscope électronique ultra perfectionné juste pour en voir un contour flou. Les virus géants sont énormes. Ils dépassent certaines bactéries en taille. On pourrait facilement les repérer avec un microscope basique de lycée. Et après 30 000 ans à l'intérieur d'un bloc de glace, les chercheurs les ont ramenés à la vie avec succès. Les virus ont immédiatement envahi des cellules vivantes et ont commencé à se reproduire. Par précaution, l'équipe a utilisé de simples amibes comme cobayes au lieu de cellules humaines. Mais si on peut faire ça avec un virus aussi ancien, pourrait-il y avoir d'autres virus dans le pergélisol? Peut-être quelque chose qui cible les animaux, voire les humains? La réponse courte, c'est exactement ça, peut-être. Mais attendez, pas besoin de construire un bunker pour l'instant. Les virus sont des spécialistes biologiques. Ce sont des mangeurs extrêmement difficiles. Pour affecter une cellule, un virus doit s'accrocher à sa surface comme une clé qui entre dans une serrure. Un virus conçu pour affecter un mammouth laineux ou une amibe préhistorique a probablement la mauvaise clé pour une cellule humaine. Notre biologie est juste assez différente pour que la porte reste verrouillée. Cela dit, on n'est pas totalement tiré d'affaire. Des scientifiques ont trouvé des traces génétiques de choses qu'on connaît bien, comme la grippe espagnole de 1918 et même la variole, préservée dans le pergélisol et des restes congelés. Mais trouver des fragments de code génétique, c'est très différent de trouver un virus pleinement fonctionnel, capable de se réactiver et de déclencher une infection. La plupart du temps, le temps et les radiations naturelles ont transformé ces trucs en résidus inoffensifs. La menace réaliste, ce n'est pas une peste apocalyptique de zombies, c'est une perturbation de l'écosystème. Si des quantités massives de microbes anciens envahissent l'océan, ils pourraient dérégler la base de la chaîne alimentaire. Éliminer un plancton spécifique et les poissons affamés créent un effet domino qui touche les animaux plus gros. La fonte des glaces est un problème au ralenti qui se joue sur des siècles. La science et la médecine sont bien éveillées et surveillent tout ça. L'humanité a déjà bien assez de soucis au quotidien. Alors, les germes préhistoriques méritent d'être tout en bas de votre liste d'inquiétudes.